Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir au Théâtre de l'Institut français et surtout d'accueillir le Festival de théâtre international de Meknès, scène du monde, si je ne me suis pas trompé. Voilà, pour la deuxième fois cette semaine, on aura encore demain. Et donc, vous savez que l'Institut français propose des activités culturelles tout au long de l'année et que nous soutenons plusieurs festivals dans la ville, notamment le festival ou les rencontres des cultures. Et nous sommes en partenariat avec la direction provinciale de la culture. Je voulais juste vous dire ça, je ne vais pas me répéter par rapport à ceux qui étaient là hier. Donc, on est fiers avec Meknès d'avoir 3 festivals internationaux, théâtre, musique, film et le FICAM, le film d'animation. Donc voilà, aujourd'hui, je vais laisser parler Najwa, voilà, pour présenter la pièce. Mais sachez que cette maison est la vôtre aussi, qu'il y a plein d'autres activités. Et pour les amateurs de musique contemporaine, nous rendons hommage lundi soir, ici dans cette même salle, à Ahmed Essayal, qui est un des plus grands compositeurs de musique contemporaine. Donc il y aura 2 choses qui peuvent peut-être vous intéresser. La première, une conférence avec l'ensemble musique, l'ensemble alternance, qui va nous proposer le concert qui s'appelle Musique en geste, une conférence à la présidence de l'UNI à 15h lundi après-midi, et le spectacle à 19h ici dans cette même salle. Nous attendons nombreux également, amateurs de théâtre, d'art et de culture. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, M. le directeur. Merci pour l'accueil habituel. Et bonsoir, cher public, chers amis du théâtre. Vous êtes les bienvenus à nouveau ici à l'Institut français de Meknès, dans le cadre du Festival international du théâtre, pour partager cette belle aventure et pour la poursuite de cette très belle aventure théâtrale et partager des moments d'émotion et surtout de magie sur scène. La pièce que nous allons découvrir aujourd'hui est inspirée de la nouvelle Le Cheval de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Elle est adaptée, mise en scène et jouée par Alain Morel. Cette adaptation compte le récit initiatique d'un vieux cheval et elle nous parle de discrimination et de sa quête innocente d'amour. Et ça va donner l'occasion aussi de voir un jeu corporel inattendu, et donc où le langage du corps prend toute sa place. Je vous dis pas plus, et je vous laisse avec le Angrepi, théâtre d'urgence. Merci. La nuit je m'en vais dans les champs, moi et mon cheval, nous marchons lentement dans les champs. Moi et mon cheval, nous marchons lentement dans les champs. La nuit je m'en vais dans les champs. La nuit je m'en vais dans les champs. Moi et mon cheval, nous allons doucement dans les champs. Moi et mon cheval, nous allons doucement dans les champs. Il existe des vieillesses majestueuses. Il en existe de laides ou de pitoyables. Mais la vieillesse peut être à la fois laide et majestueuse. Celle de notre cheval, le Hongrepi, surnommé l'arpenteur, appartenait précisément à cette dernière catégorie. Il est vieux.
Il sent jeune. Il est maigre. Ils sont bien en chair. Il est mort. Ils sont toujours gais. Il leur est complètement étranger. Il est tout différent d'eux et il ne peut en avoir pitié. Est-ce la faute du Hongre-Pie s'il est vieux et flanqué et laid? Mais d'après la logique chevaline, il se trouve fautif. Seuls ont toujours raison ceux qui sont robustes, jeunes et heureux. Ceux qui ont toute la vie devant eux. Ceux dont chaque muscle frémisse d'une tension inutile. Ceux dont la queue se dresse verticalement. Peut-être le Hongre-Pie admet-il qu'il est réellement coupable d'avoir vécu son existence et qu'il lui faut payer à présent la rançon de cette existence. Mais étant à cheval tout de même, il éprouve un sentiment de tristesse et d'indignation à la vue de cette jeunesse qui le châtie. Tout cas, c'est là. Il se passa dans l'enclos quelque chose d'extraordinaire. Montrant les dents, tous les chevaux, jeunes et vieux, poursuivent le Hongre-Pie. Il le chasse à travers la cour. On entend le choc des sabots contre ses flancs décharnés et le pénible alléchant du vieillard. Le Hongre-Pie ne peut plus supporter ça. Il ne peut éviter les coups. Il s'arrête au milieu de la cour. Il couche les hommes. Et soudain, il se produit une chose inattendue qui calme immédiatement les chevaux. La jument la plus âgée, Piazzo Pulisca, s'approche du Hongre-Pie. Le flaire et soupire. Le Hongre-Pie soupire aussi. Tous les chevaux se tiennent autour de lui, immobiles et silencieux. Ils viennent d'apprendre quelque chose de tout nouveau et inattendu. Je suis le fils d'Aimable Ier de Baba. On m'a surnommé l'Arpenteur, à cause de ma foulée large et rapide qui n'avait pas son égal dans tout le pays. Je suis de naissance plus noble que quiconque. Jamais je vous l'aurais dit. À quoi bon? Vous ne m'auriez jamais reconnu. Comme ne m'a pas reconnu Piazzo Pulisca, qui vient seulement de me reconnaître à l'instant. Oui, je suis cet arpenteur que cherchent en vain les amateurs. Je naquis. Je ne savais pas ce que signifiait le mot pie. Je croyais être un cheval comme les autres. Je me souviens que la première remarque que l'on fit sur mon pelage me surprit profondément, ainsi que ma mère. Je naquis sans doute la nuit. Le matin, léché par ma mère, je me tenais déjà sur mes pattes. Soudain, ma mère tourna la tête vers la porte. Le palefrenier rentra dans le box. Eh bien, Baba Apolliné,
Il me prit dans ses bras. Mais il est taché comme une pipe. Ma mère se montrait inquiète. Cependant, elle ne prit pas ma défense. Elle s'éloigna en poussant un profond soupir. Tous les gens riaient de ma robe. Ils me donnaient toutes sortes de surnoms étranges. Ni moi ni ma mère ne comprenions le sens de ces appellations. Pouvions-nous nous douter que ces tâches fussent répréhensibles? La robe d'Afrique, il déplaisait tellement aux hommes. En revanche, il plaisait beaucoup aux chevaux. On m'entourait. On m'admirait. On me faisait une fête. Je commençais à oublier le mécontentement des hommes et je me sentais heureux. Au printemps, ma mère commença à changer d'attitude à mon égard. C'est parce que je suis pipe, me disais-je, en me rappelant les paroles des hommes. Soudain, une telle fureur me prit que je me mis à battre de la tête et des genoux contre les murs du box. Je m'arrêtais lorsque je fus épuisé en sueur. Ma mère entra dans le box, me flaira, souffla bruyamment et poussa un petit cri. Je compris à son attitude qu'elle ne m'aimait plus. À partir de ce moment, je connus d'autres joies qui remplacèrent pour moi l'amour maternel. J'avais des camarades. Tous ensemble, nous apprenions à manger de l'herbe, à hennir comme les grands. Et à galoper, la queue en panache, autour de nos maîtres. C'était l'heureux temps. Quand vint l'été, on nous sépara, ma mère et moi. Je ne ressentis aucun chagrin particulier. Était-ce dû à mon état amoureux récent, au Biazo Pulichka? Triste histoire de mon premier amour, qui aboutit à la catastrophe de mon existence. On me sépara des autres chevaux, et le soir on m'enferma dans un lieu particulier. Et je n'ai cessé d'élire toute la nuit. Arriva ce qu'il arriva. Chaque jour, on me donna le fouet. Puis un jour, je cessai d'élire.
je devins ce que je suis maintenant. Plus rien ne m'était cher. Je rentrai en moi-même et me mis à réfléchir. Je ne saisis pas comment on peut me considérer comme la propriété d'un homme. Les mots « mon cheval » se rapportent à moi. Un cheval vivant. Ces mots me paraissent aussi étranges que ma terre. Mon air. Mon eau. Pourquoi est-ce ainsi? Je l'ignore. Le but des humains ne consiste pas à accomplir ce qu'ils considèrent comme bon, mais à appeler mien le plus grand nombre d'objets. C'est en ça que réside la différence essentielle entre les hommes et nous les chevaux. L'activité des hommes est déterminée par des mots. Tandis que la nôtre est déterminée par des faits. Au début, la vie me devint odieuse. Je cessais même de boire, de manger, de me promener et même de jouer. Parfois, il m'arrivait de ruer, de sauter, de hennir. Mais aussitôt surgissait la terrible question. Pourquoi? Dans quel but? Je réfléchissais à cette injustice des hommes qui m'avaient condamné parce que j'étais pie. Ils sont très étonnés de me voir marcher comme un vieux cheval. À partir de ce jour, on m'exerce à trotter. Je fais de très grands progrès. Et c'est à partir de ce jour que les chevaux me traitent avec respect. Comme je n'appartiens ni au comte, ni à Dieu. La rapidité d'une course fut la cause de mon bannissement. Le jeune cheval, Tonnerre, court sa liste. Il trotte fort bien. Cependant, il fanfaronne un peu. Je m'avance vers la piste. Au deuxième tour, je le dépasse. Je suis le plus rapide. Inconcevable pour un cheval d'un garçon d'écurie. On me chasse du haras parce que j'ai battu Tonnerre, le favori du comte. On me vend à un marchand de chevaux qui me donne le fouet en me traitant de sale bâtard. Bâtard. Ce mot comme une blessure, sointant en moi jusqu'à la fin de mes jours.
J'abandonnais ainsi toute ma vie au travail et aux humiliations. Pour quelle raison? Parce que je suis pie. Dieu merci. Il me vend un prince, un officier d'hussard. Je passe la vie tout auprès de lui. Cet officier prince, beau, riche et heureux, n'aime personne, à part sa maîtresse. Je le conduis tous les jours auprès d'elle. Vous comprenez ce sentiment élevé que nous avons, nous autres, les chevaux? La froideur du prince, ma dépendance vis-à-vis de lui, prête une force particulière à mon amour. Tue-moi, épuise-moi, me dis-je en ces jours heureux. Son choix s'est arrêté sur moi parce que personne ne possède de cheval pie. Le matin, le palefrenier vient faire ma toilette. Il ouvre la porte de l'écurie, rejette le fumier, enlève les couvertures, nettoie le plancher marqué par mes fers. Puis il me frotte le dos avec l'étrier. Je mordille sa manche et frappe du pied en guise de plaisanterie. Il me donne à boire et reste là en admiration devant mes flancs que sa brosse a rendus lisses et brillants. Devant mes jambes fines, aux larges sabots aussi droites que des flèches. Devant ma croupe et mon dos puissant, où l'on peut s'installer pour dormir. On m'apporte le foin et l'on verse la voile dans la mangeoire en chêne. À midi, on vient m'appeler. On graisse mes seins. On mouille ma frange et ma crinière. Et on m'introduit dans les brancards. Le harnais et le collier d'attelage sont garnis d'argent. Les rênes sont de soie. Quand tous les bridons et les courroies sont ajustés et attachés, on ne peut plus distinguer où finit l'attelage et où commence le cheval. Le cocher fixe le fouet à sa place. Il ne m'en frappe presque jamais. Ses commandes de la voix. Servez. Attention. Carre-toi. Vas-y. Dans les villages, les gens s'écartent, s'arrêtent, tendent le cou pour voir le beau ombre, le beau cocher et le bel officier. À la fin du second hiver se produit l'événement le plus joyeux de ma carrière et le plus grand malheur qui me soit arrivé.
À la fin de la course, et au retour, des rires, des hurlements de joie accueillent mon succès. Toute une foule me fait cortège. On offre au prince des mines et des mines pour m'avoir. Lui se contente de rire. Non, dit-il, ce n'est pas un cheval. C'est un ami. Je ne le donne pas pour des montagnes d'or. Au revoir, messieurs. Et nous partons comme le vent. Ce fut notre dernier beau jour. Au rendez-vous prévu avec sa maîtresse, mon bienfaiteur apprend qu'elle en aime un autre et qu'elle est partie avec lui. Sans me décler, on me lance à sa poursuite. Pour la première fois, je prends le galop. Le fouet siffle et me cingle cruellement. Nous les rattrapons. J'ai réussi. Toute la nuit, je tremble, et ne peux manger. On me donne à boire encore et encore. Je deviens malade. On me maltraite. On me torture. Les hommes appellent cela soigner. Les sabots se ramollissent. Les jambes sac. Ma poitrine se rétrécit. Tout mon corps s'affaiblit. Je perds mes forces. Je ne fus plus jamais celui que j'avais été. On me vend à nouveau un marchand de chevaux. Puis à une vieille femme. Et quelques mois plus tard, un paysan. Là, je laboure les champs. Le socle de la charrue me blesse au pied. Il finit par me vendre à notre gérant. Et me voilà ici. Dans l'écurie, tous les chevaux le regardent en silence. Une jumentelette se détourne et se dirige lentement vers la grange. Elle se met à souffler fort. Elle se couche et elle se lève. Puis se couche à nouveau. Les vieilles mères comprennent ce qui se passe. L'aurore a déjà gagné une grande partie du ciel. Ce matin, un nouveau poulain vacille sur ses pattes frêles. Les années passent. Au retour des champs sous la pluie, le troupeau rencontre le gérant et un visiteur. Un officier, grand, gras et flasque. Il s'engage au milieu du troupeau.
L'officier frappe de sa main grasse la croupe du Hongre Pi. Il dit bariolé celui-là. J'en avais aussi un Pi. Soudain, juste au-dessus de son oreille, retentit un faible hennissement. Le Hongre Pi a reconnu dans ce vieil officier obèse son maître préféré. Prince, naguère brillant, riche. Ni le gérant, ni l'officier ne font attention à ce hennissement. Et ils rentrent dans la maison. Une pluie fine continue de tomber. L'enclos est sombre. 5 jours s'écoulent. À nouveau malade, le Hongre Pi ne cesse de se gratter. Faites appeler le vétérinaire qui déclare joyeusement au garçon d'écurie: c'est la gare. Il faut le vendre 10 galles. Ça vaut pas la peine. Débarrassez nullement aujourd'hui même. Vient un homme étrange, maigre, noir et sale, vêtu d'un caftan noir couvert d'éclaboussures. Il prend sans un regard pour la bête la bride du licou de l'arpenteur et l'emmène. Le Hongre Pi avance tranquillement, sans se retourner, et traîne les jambes comme d'habitude. Quand ils sortent de l'enclos, l'homme étrange retrousse ses manches, sort de sa botte un couteau et un affusoir. Le Hongre Pi tend le cou vers la bride. Il voudrait la mâchonner pour se distraire, mais il ne peut l'atteindre. Le Hongre Pi soupire, ferme les yeux, sa lèvre pend et découvre ses dents jaunes et rongies. Il s'assoupit au bruit du couteau que l'on aiguise. Soudain, il sent qu'on le saisit sous la mâchoire et qu'on lui lève la tête. Il va sans doute me soigner, songe-t-il. Il sent en effet que l'on touche sa gorge. Il éprouve une vive douleur. Très simple. Sa jambe plie. Mais il se retient. Quelque chose de liquide se met à couler en maget abondant sur son cou et sur sa poitrine. Il se sent allégé, allégé de tout le poids de sa vie. Et il ferme les yeux. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Chevaux qui rentrent par les champs du haut. Мы пойдем с конем. Perçoivent en bas une masse rouge autour de laquelle s'agitent des chiens et des corbeaux et des mouches. Мы пойдем с конем. Yazoo Pishka s'arrête. Allonge-le et inspire profondément l'air. On a du mal à la faire avancer. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы
broussailleux. Les louveteaux, 4 têtes, hurlent joyeusement. Ils sont 5. 4 de la même taille et un très petit. Traînant son ventre, plein aux mamelles pendantes, une louvre mère à moitié pelée sort des buissons et s'assoit devant les louveteaux. Ceux-ci forment un demi-cercle autour d'elle. La louve s'approche du plus petit, abaisse la queue, la tête au ras du sol, fait quelques mouvements convulsifs, ouvre sa gueule plantée de grandes dents et vomit un gros morceau de cheveux. Tous les louveteaux s'approchent, mais la louve fait vers les 4 un mouvement menaçant et laisse tout le morceau au plus petit. Celui-ci saisit la viande en gros dents, se couche dessus et se met à la dévorer. De la même façon, la louve vomit un morceau pour le 2e, pour le 3e et enfin pour le 4e. Et quand elle les a nourris ainsi tous les 5, elle s'étend près d'eux et se repose. Quelques semaines plus tard, il me restait près du hangar en briques, plus qu'un énorme crâne et 2 omoplates. Tout le reste avait été dispersé. Lorsque vint l'été, le paysan qui ramassa les os emporta ce crâne et ses omoplates et en tira parti. La nuit, je m'en vais dans les champs. La nuit, je m'en vais dans les champs. Moi et mon cheval, nous allons lentement dans les champs. Moi et mon Merci Alain pour ce beau spectacle, pour ce beau jeu, pour cette très belle prestation. Merci à vous, chers amis du théâtre, de votre présence. Et on veut bien prolonger l'expérience. On veut bien prolonger cette belle expérience à travers un partage entre le public et notre artiste. Si quelque chose vous a interpellé dans la pièce, des remarques, à vous la parole, cher public, et à vous la parole, monsieur Alain. Grand merci, et d'abord grand merci à Daïf et à Khadija qui font un travail remarquable sur Meknes pour promouvoir le théâtre, surtout le promouvoir dans tous les lieux, puisque j'ai participé il y a 5 ans, ici je suis déjà venu à Meknes où j'ai présenté l'adaptation du roman L'étranger d'Albert Camus au centre culturel. Et on s'est retrouvés aussi avec, c'était dans le cadre des lectures, on s'est retrouvés devant la porte, je ne connais pas le nom, je m'excuse, la grande place où il y a cette jolie porte. Hein. Voilà. Il y a eu aussi une manifestation qui s'est passée dans les écuries, hein, qui sont très belles, qui sont, je crois, actuellement en cours de rénovation, hein, qui est un lieu magnifique. J'aurais aimé y jouer d'ailleurs, le Hongre-Pie dans les écuries, ce que j'avais demandé à Taïf. Et puis je tenais aussi à remercier, bien sûr, ce lieu, l'Institut français culturel, qui doit faire un gros travail pour la langue française. Hein. Donc je tiens à les remercier. Et puis la ville de Meknes, hein, qui doit, je pense, aider beaucoup au niveau de la culture. Donc un grand merci. Et puis venez nombreux voir ce festival de théâtre. Et je kiffe pour le Maroc, je peux vous assurer. Parce que je suis venu il y a 4 ans, donc ici à Meknes. Après, j'ai été joué à Agadir. Au mois d'avril 2025 et mai, je vais me retrouver à Tanger.
voyez? Donc je quitte pas le Maroc, quoi. Grand merci. Merci à vous de nous avoir, vous avez transporté dans un monde qui n'est pas habituel. D'accord. Mais je dis pas plus, je laisse la parole au public. Bonsoir. Merci, monsieur Alain. Ouais. C'est la première fois que j'ai assisté à une pièce théâtrale monologue silencieuse en haute voix aussi, plusieurs pronoms, la force du cheval, la force de l'homme. Il y a pas mal de signalisation, symboles. Vous étiez à la hauteur de votre pièce. Je suis honoré d'être à ce spectacle. Je me présente, Mohamed Ben Hamid Chehtan, poète et ancien acteur et écrivain. Et j'ai pas mal de pièces de monologues. Ce monologue a été très silencieux, très calme, qui nous demande pas mal de patience et d'analyse. Je vais laisser à mes collègues d'intervenir et merci et bienvenue à Meknès. Grand merci, grand merci. C'est beaucoup d'émotion. Merci. Après, peut-être aussi, en France, je ne sais pas comment il est perçu, mais moi, j'avais un pressentiment que ça allait très bien se passer ici, parce que vous avez une culture d'origine, de l'oralité et du conte. Et là, on n'était pas, je pense qu'on n'en était pas très loin. Donc voilà, je pense que ça vous parle très certainement, ça vous touche. Et je suis très, très heureux de vos mots, hein, parce que c'est très encourageant et plein d'émotions. Et je pense, je ne sais pas si je pourrais passer David, il est par là, oui. Il semblerait peut-être que je ferai une petite version, parce qu'il y a une autre version, parce qu'elle est à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est assez dur, puisque le Hongrepie va être tué par un caresseur. Et j'ai fait une version plus courte, de 35 minutes, où je retire cette partie-là pour les enfants, parce que... Justement, vous avez dit que vous avez adapté la pièce théâtrale pour les enfants. Donc vous avez retiré... Oui, j'ai retiré la fin, une partie de la fin. Et les blessants, cette partie, vous avez retiré ça? Là où on parle de, justement, tout à la fin, tout à la gorge et tout ça, quoi. Après, ça peut, s'il y a des jeunes enfants, ça peut parfois impressionner, quoi. Donc, l'autre, celle qui est à 35 minutes, il y a 2 ou 3 pages supplémentaires. Il y a une page supplémentaire, mais qui est plus allégée, quoi. C'est plus drôle. C'est autre chose, quoi. C'est juste suggéré, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même des remarques? Oui, des critiques aussi. Vous pouvez y aller. Ça permet d'avancer. Alors je viens de Bretagne, France, mais Bretagne. J'y tiens, parce que la Bretagne, c'est peut-être un peu comme Meknès, il tient à notre culture, à notre personnalité, on en a parlé. Hein. Donc la Bretagne, à un moment, à une époque, avait revendiqué son indépendance. Et donc elle fait bien partie de la France, mais en même temps, c'est un peu comme la Catalogne. Et voilà, donc on a une culture qu'on défend. Et puis c'est très beau, il y a la mer, comme un beau pays aussi. Merci. J'ai un regret, je vous avoue. J'aurais aimé, parce que si je dois jouer devant un public, bon là ça va, à l'Institut français, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent
la langue française. Mais quand on joue, comme propose des fois Daïf de jouer en extérieur, ce serait bien d'avoir un... Mais j'aimerais apprendre l'arabe, quoi. Ou avoir quelqu'un là, près de moi. J'y ai pensé à un moment, d'avoir quelqu'un près de moi, là, pas loin, parce que le texte est tellement lent que je pense que ce serait possible d'avoir quelqu'un qui fasse la traduction. Et vous l'avez Ce serait déjà très- fait. Donc, vous pouvez Non. l'adapter encore plus pour Ouais, la culture voilà. marocaine, peut-être. Pour la culture marocaine, tout à fait. C'est une nouvelle d'origine, c'est une nouvelle Oui. de l'écrivain. Donc c'est une nouvelle de Léon Tolstoï, qui s'appelle Le Cheval. C'est un tout petit texte, et j'en ai fait l'adaptation. Il m'a touché parce que je trouvais que ce cheval, Léon Tolstoï a porté vraiment un super regard. Il adore les chevaux, il en avait une quantité, et il a bien observé les chevaux, et je trouve qu'il s'est bien mis dans la peau d'un cheval, mais un cheval qui aussi sait regarder les hommes et philosopher sur les hommes. Oui. Et c'est ça qui est très Ils sont mis à intéressant. leur place. Voilà, il s'est mis à leur place. Et en plus, quelque chose qui m'a surtout, tout de suite quand j'ai voulu faire l'adaptation, c'est que le cheval, vous avez vu le Hongre-Pie. Le Hongre-Pie, c'est une race de chevaux qui a des couleurs. Et à cette époque, les chevaux de couleur comme ça n'étaient pas du tout appréciés. On aimait les chevaux à la couleur unique. Et donc, j'ai un peu interprété ça comme les rejets des personnes, le racisme, les gens handicapés, les homosexuels, voilà. Donc, les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société, les minorités. Et donc, je trouvais que ça parlait bien à ce niveau-là. Apparemment, nous avons une intervention. Ah. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir tout le monde. J'ai été vraiment épaté par le spectacle offert. Je vous remercie énormément de nous avoir poussé un petit peu vers cet animal qui a fait l'histoire avec nous, qui a grandi avec l'homme. Et on sait tous que lors de beaucoup de civilisations à travers l'histoire, comment cet animal a pu tenir sa place, que ce soit dans les textes, dans les formes de discours, poésie, romans, nouvelles, contes aussi. Alors, cet animal-là a été repris par plusieurs écrivains, surtout au XIXe siècle, avec tous ces écrivains maîtres de la description, Hugo, Stendhal, Flaubert aussi. Et je me rappelle bien avoir lu pas mal de textes où, dans la description, on ramenait toujours cet animal le matin, qui tire une charrette vers l'avant. Donc c'est un symbole qui montre que la vie ne se fait pas seulement avec l'homme, mais se fait aussi avec certains animaux qui l'accompagnent et qui sont vraiment fidèles. Pardon, il y a la chanson Georges Brassens, Le cheval blanc, qui tire la charrette, là, justement. Et je me rappelle, vous l'avez certainement vu aussi, un film, Un homme nommé Cheval. Oui. C'est un film qui date d'une quarantaine d'années, je crois, et qui montre combien, comme je viens de le dire, cet animal est très important pour l'homme. Notre littérature arabe aussi a écrit à travers de très grands poètes la vertu ou les vertus quand même de cet animal qui a aidé l'homme dans toutes les guerres qu'il a emmenées, qui a aidé l'homme à sortir du marasme de la nature et à construire. Et voilà, donc à travers tout ce que je viens de dire, je voudrais tout simplement vous remercier d'avoir abordé ce sujet qui a priori au début donne l'impression d'être un sujet anodin, mais qui est pour moi d'une grande importance. Sauf que dans le jeu, qui est vraiment
d'une grande qualité. J'aurais bien aimé que le cheval soit présent à travers ses hennissements et à travers une musique plus adaptée à la guerre. Pardon? À la guerre? À la guerre, parce qu'on parle toujours de chevaux. Même dans les engins, aujourd'hui, on parle de chevaux, nombre de chevaux. Ça, c'est pour rigoler. Merci beaucoup et je vous remercie d'avoir supporté aussi mes mots. Non, pas du tout, merci. Merci. Et je pense qu'à Meknès, il y a un haram à Meknès. Ce sera loin de Meknès, 3 km. Oui, oui. Et de toute façon, il y avait un élevage. Les chevaux étaient conséquents. À une époque, il y avait beaucoup de chevaux. Non? Oui. Le charret. Ouais. Un Meknès. Ouais. Même une race, je pense. De pur sang. Ouais, de pur sang. Voilà. Ouais, pur sang arabe. Bon, je vais aller visiter ça. Inch'Allah, vous êtes bienvenue encore une fois. Merci. Merci. Bah, grand merci à tout le monde Merci à vous. d'être resté en plus. Ça fait chaud au cœur. Et puis, ben, parlez-en parce qu'il est possible que je rejoue dimanche la formule courte, 35 minutes. Je ne sais pas encore où. Et donc, si vous voulez en parler, et faire venir vos familles et même venir avec les enfants, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Merci, encore merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous à 19h à la Maison de Culture Menoli. Nous avons une pièce théâtrale Juste Vivre de Burkina Faso. Et puis demain matin, nous aurons Monsieur Rachid Benzine. C'est un écrivain, donc un aliqa ma'al katib wal riwa'i Rachid Benzine. Et à 17h demain, Inch'Allah, nous aurons Monsieur Bousleham Taïf pour sa lecture théâtrale Urkud ba'idan anil jurf li ata'allama al-mashi ou Arkud ba'idan anil jurf li ata'allama al-mashi. Donc, je me répète, donc, à 19h aujourd'hui, nous avons le Juste Vivre, Burkina Faso, à la Maison de Culture Menoni. Demain, à partir de 15h, nous avons l'écrivain Rachid Benzine. Et à 17h, nous avons M. Bousleham Taïf avec sa lecture théâtrale. Et 19h, bien sûr, en fin de soirée, nous avons à 19h ici, à l'Institut français, chansons sans musique. Voilà, chansons sans musique. Donc, on veut bien vous voir demain, Inch'Allah.